Voici la honte de la famille, lance mon frère devant ses beaux-parents. Les invités riaient alors que je servais le champagne. Soudain, sa fiancée a hurlé en fixant son téléphone. « C'est toi sur Forbes ?» Le silence fut total. L'humiliation a une odeur. Pour moi, elle sentira toujours le mélange écœurant de lys blanc, de cire de bougie fondue et de ce parfum Chanel numéro 5 que ma mère s'aspergeait comme si c'était de l'eau bénite censée purifier ses péchés. Nous étions au château de Chambord, ou plutôt, dans l'aile ouest privatisée pour l'événement mondain de l'année, du moins selon les critères désespérés de ma famille. Les lustres en cristal de baccarat, immenses et menaçants, projetaient des arcs-en-ciel prismatiques sur les sols en marbre poli, où 200 invités triés sur le volet déambulaient en tenue de créateurs, leur coupe de champagne capturant la lumière chaude comme de l'or liquide. La fête de fiançailles de mon frère Gauthier et de sa fiancée Kitry de Montalembert avait coûté plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans de labeur acharné. Des orchidées fraîches avaient été importées de Thaïlande le matin même, un quatuor à cordes issu de l'orchestre symphonique de la ville jouait du Vivaldi dans un coin, et il y avait assez de Dom Pérignon pour faire flotter un petit yacht. Chaque détail hurlait le luxe, des marque-places calligraphiées à la main à la feuille d'or jusqu'aux sculptures de glace représentant des cupidons qui fondraient dans l'oubli avant minuit. Tout était parfait. Tout était faux. Je me tenais près de l'entrée de service, essayant de me fondre dans la tapisserie médiévale accrochée au mur de pierre froide. Je portais ma robe noire simple. Aux yeux de ma famille, c'était la même robe triste, bon marché, que je portais depuis des années. Ils ne savaient pas que c'était une pièce unique en soie de chez Zoro, d'une valeur de 4000 €, choisie précisément pour sa coupe minimaliste et son absence totale de logo vulgaire. J'avais assorti cette tenue avec des ballerines plates, confortables, car je savais que la soirée serait longue. Tandis que les autres invités scintillaient de diamants et de robes de bal à paillettes, je me fondais dans le décor comme un meuble ancien qu'on n'ose pas jeter mais qu'on cache dans un coin. J'étais invisible pour tout le monde, sauf pour le personnel de restauration qui, de temps en temps, me faisait un signe de tête avec cette courtoisie professionnelle réservée à ceux qui comprennent la valeur du travail. Mao, ma chérie, ne reste pas plantée là comme un piquet. La voix de ma mère, Ségolène, a sifflé à mon oreille comme un coup de fouet. Elle a surgi de nulle part, vêtue d'une robe Valentino rouge vif qui jurait avec son teint mais qui criait « Regardez-moi » à tous les coins de la salle. Ses boucles d'oreilles en diamant de 3 carats, probablement achetées à crédit ou louées pour l'occasion, oscillaient furieusement à chaque mouvement de tête. « Maman » ai-je répondu d'une voix calme, presque monotone. Je ne voulais pas gêner. « Tu ne gênes pas, tu fais tâche » a-t-elle chuchoté agressivement, tout en gardant un sourire figé pour les invités qui passaient à proximité. « Regarde-toi. On dirait que tu vas à un enterrement. Gauthier a travaillé si dur pour que tout soit parfait ce soir. La moindre des choses aurait été de faire un effort vestimentaire. Tu aurais pu demander à ta cousine de te prêter quelque chose de plus, joyeux. » J'ai senti mes doigts se crisper sur le tissu de ma pochette. Ma cousine Claire portait du polyester rose bonbon. Je préférais encore être nue. « C'est une robe très correcte, maman » ai-je répété, une phrase que j'avais prononcée 1000 fois au cours de ma vie. Correcte pour une bibliothécaire de province, peut-être. Pas pour la sœur du futur marié lors de l'alliance avec les Montalembert. S'il te plaît, Mao, essaie au moins de ne pas être sur les photos officielles. Les photographes sont de Vogue Mariage, tu te rends compte? Ne gâche pas la symétrie. Elle a tiré sur l'ourlet de ma manche, un geste nerveux et critique que je connaissais depuis l'enfance, comme si elle essayait de remodeler ma réalité physique pour qu'elle corresponde à ses fantasmes. Mon père, Baudouin, s'est approché de nous. Il tenait un verre de whisky tourbé à la main, son visage déjà légèrement rouge sous l'effet de l'alcool et de l'excitation sociale. Il portait son smoking sur mesure, un peu trop serré au niveau de l'abdomen, et sa montre Patek Philippe au poignet, une contrefaçon de haute qualité qu'il avait achetée lors d'un voyage d'affaires en Turquie, mais qu'il jurait être authentique à quiconque voulait l'écouter. « Laisse-la tranquille, Ségolène » a-t-il grommelé sans même me regarder dans les yeux. Elle est venue, c'est déjà un miracle. Tant qu'elle ne commence pas à ennuyer les invités avec ses histoires de plantes et de jardin, ça ira. Ils ont échangé un regard complice, ce regard lourd de sens qui disait « Que avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une fille pareille ? Une fille qui n'a aucune ambition, aucun goût, aucun avenir. Gauthier est notre étoile,
a continué mon père, sa voix portant un peu trop fort alors qu'il désignait mon frère au centre de la salle. Regarde-le. Il est né pour ça. Directeur des investissements à 34 ans. Et maintenant, il épouse une Montalembert. Rien n'est trop beau pour lui. Gauthier se tenait au centre de la salle de bal comme un paon faisant la roue. Il portait un smoking Tom Ford bleu nuit avec des revers en satin noir. Son bras était enroulé de manière possessive autour de la taille fine de Kitry. Il régalait un cercle d'admirateurs avec des histoires bruyantes sur leur récent voyage aux Maldives et leur projet de lune de miel à Bora Bora. Sa confiance en lui irradiait comme la chaleur d'un feu de joie, brûlant tout oxygène autour de lui. Le mariage va être absolument magique, s'extasiait Kitry auprès d'un groupe de ses anciennes camarades de sororité, sa bague de fiançailles un diamant taille émeraude de 5 carats entouré de pierres plus petites capturant la lumière du lustre alors qu'elle gesticulait. Gauthier n'a regardé à aucune dépense. Nous avons réservé le complexe entier pour le week-end. Je suis resté en retrait, observant la scène comme une anthropologue étudiant une tribu primitive obsédée par les objets brillants. Je n'étais pas là pour eux. J'étais là parce que j'avais fait une promesse. Une promesse à grand-mère Rose sur son lit de mort, il y a 3 ans. Donne-leur une dernière chance, ma petite Mao, m'avait-elle dit, sa main frêle et parcheminée serrant la mienne avec une force surprenante. Le sang est plus important que l'argent. Peut-être qu'un jour, ils verront qui tu es vraiment. Promets-moi d'essayer, une dernière fois, le jour où ton frère s'engagera. J'avais promis. Et je tiens toujours mes promesses. C'est d'ailleurs la base de ma réputation dans le monde des affaires, un monde dont ma famille ignorait totalement que je faisais partie. J'ai fermé les yeux un instant, inspirant profondément pour calmer le battement sourd dans mes tempes. L'odeur du champagne et de l'hypocrisie me donnait la nausée. Il voyait une femme de 31 ans, célibataire, sans vrai travail, vivant dans un appartement qu'ils imaginaient minuscule et insalubre. Il voyait l'échec qui servait de contraste parfait pour mettre en valeur la réussite éclatante de Gauthier. Si seulement il savait. Si seulement il savait que le château dans lequel nous nous trouvions appartenait techniquement à une filiale immobilière de ma société holding. Si seulement il savait que la robe que ma mère critiquait valait 3 fois le prix de sa voiture d'occasion. Si seulement il savait que je n'étais pas venu en train, mais dans une berline blindée qui attendait sagement à l'arrière du domaine. Mais le savoir est une arme, et ce soir, j'étais armé jusqu'aux dents, attendant simplement qu'il me donne une raison d'appuyer sur la détente. Et connaissant Gauthier, cette raison n'allait pas tarder à arriver. Gauthier m'a repéré. Bien sûr qu'il m'a repéré. Il avait ce 6e sens des prédateurs qui détectent la proie la plus faible du troupeau pour affirmer leur dominance. Il s'est détaché de son groupe d'admirateurs, un verre de cristal à la main contenant un cognac ambré hors de prix, et a marché vers moi avec cette démarche chaloupée qu'il avait adoptée depuis sa promotion. Tiens, la petite souris est sortie de son trou, a-t-il lancé en arrivant à ma hauteur, sa voix dégoulinante d'une fausse jovialité. Je pensais que tu serais trop occupé à, je ne sais pas, tricoter des chaussettes en chanvre ou sauver des limaces en détresse? Il a ri de sa propre blague, attendant que je réagisse, que je m'énerve ou que je baisse les yeux. Je suis resté de marbre, fixant le nœud de son papillon qui était légèrement de travers. Un détail imparfait dans sa façade parfaite. Félicitations pour tes fiançailles, Gauthier, ai-je dit poliment, ma voix ne trahissant aucune émotion. Kitry a l'air, charmante. Et très heureuse. Elle est magnifique, Mao. Et surtout, elle vient d'une famille qui a du poids. Les Montalembert. Tu te rends compte? On entre dans la vraie cour des grands. Pas comme tes amis hippies qui sentent le patchouli et le désespoir social. Il a pris une gorgée de son verre, me regardant de haut en bas avec un mépris non dissimulé, ses yeux s'attardant sur mes chaussures plates comme si c'était une offense personnelle à son esthétique. Tu sais, j'ai dit à Kitry et à ses parents que tu travaillais dans l'humanitaire. C'était plus facile que d'essayer d'expliquer la vérité pathétique. Que tu as abandonné une carrière prometteuse dans la finance, un stage chez Rothschild que papa t'avait obtenu avec tant d'efforts, pour aller cultiver des algues en Bretagne comme une paysanne. Le souvenir m'a frappé de plein fouet, violent et précis. C'était il y a 5 ans, lors d'un dîner de Noël qui avait marqué la rupture définitive, même si nous avions continué à faire semblant. J'avais 26 ans. J'étais rentré à la maison, les yeux brillants d'excitation,
prête à partager mon projet. J'avais passé des nuits blanches à rédiger mon business plan, à analyser les structures moléculaires des algues brunes, à voir le potentiel infini de la biotechnologie verte. Maman, papa, avais-je dit au dessert, ma voix tremblant légèrement. J'ai décidé de ne pas accepter le CDI à la banque. Je vais lancer ma propre start-up. Aetherium. C'est basé sur la régénération des sols et la pharmacologie végétale. C'est l'avenir. Je me souviens encore du silence qui avait suivi. Le bruit de la fourchette de mon père tombant sur son assiette en porcelaine de Limoges avait résonné comme un coup de tonnerre. Des algues ? Avait répété Gauthier en s'étouffant presque de rire, postillonnant des miettes de bûche. Tu vas devenir fermière ? Maman, papa, vous entendez ça ? Mao veut devenir paysanne. Elle va aller ramasser le goémon sur les plages. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la biotechnologie de pointe, avais-je tenté d'expliquer, la passion vibrant dans ma voix, sortant mes dossiers, mes graphiques. On utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la photosynthèse et créer des médicaments anticancéreux et des fertilisants qui peuvent sauver des écosystèmes entiers. Arrête tes bêtises tout de suite, avait coupé mon père, le visage rouge de colère, balayant mes dossiers d'un revers de main. On a payé tes études pour que tu sois banquière, pas jardinière. On a investi dans ton éducation pour que tu aies un statut, pour que tu fasses honneur à ce nom. Si tu fais ça, Mao, tu te débrouilles. Pas un centime de ma poche. Tu m'entends ? Pas un centime. Et ils avaient tenu parole. Ils m'avaient coupé les vivres le lendemain matin. Ils avaient repris la voiture qu'ils m'avaient prêtée. Ils avaient arrêté de payer mon loyer parisien. J'avais mangé des pâtes sans beurre pendant 2 ans. J'avais dormi sur le canapé défoncé de mon laboratoire, me lavant dans l'évier de la kitchenette avec de l'eau froide parce que le chauffe-eau était cassé et que je ne pouvais pas payer le plombier. J'avais porté les mêmes vêtements jusqu'à l'usure, recousant les ourlets la nuit à la lueur d'une lampe de bureau. Pendant ce temps, Gauthier recevait une voiture de sport pour ses 25 ans. Un apport conséquent pour son appartement à Neuilly. Des vacances à Saint-Barth. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la faim est le meilleur moteur du monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il me méprisait, je déposais des brevets. Des brevets révolutionnaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 6 mois après ce Noël désastreux, un investisseur américain avait misé 5 millions de dollars sur ma ferme d'algues. Et ce n'était que le début. Et oh, la Lune ? Ici la Terre. Gauthier a claqué des doigts devant mon visage, me ramenant brutalement au présent, dans cette salle de bal étouffante. Je te parle, Mao. Essaie de ne pas avoir l'air aussi misérable. Les parents de Kitry vont penser qu'on te maltraite ou que tu es sous antidépresseur. Je ne suis pas misérable, Gauthier, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Je suis juste observatrice. Je regarde ton royaume. C'est ça. Écoute, rends-moi un service. Essaie de ne pas parler aux invités importants. Surtout pas d'argent ou de carrière. Si on te demande ce que tu fais, contente-toi de sourire et de dire que tu es en année sabbatique. Ou que tu te cherches. D'accord ? Ne gâche pas ma soirée avec ta médiocrité. Avant que je puisse répondre, un serveur est passé près de nous avec un plateau vide, l'air débordé. Gauthier l'a arrêté d'un geste impérieux. Il a pris son verre de cognac vide et l'a posé brutalement sur le plateau du jeune homme. Puis, dans un geste qui défiait toute décence et toute logique fraternelle, il a pris le verre d'eau minérale que je tenais à la main et l'a posé aussi sur le plateau. Allez, profite du buffet, ma pauvre Mao. C'est probablement le meilleur repas que tu auras cette année. Et c'est le foie gras, il coûte plus cher que ton loyer mensuel, a-t-il ajouté avec un clin d'œil cruel avant de tourner les talons pour retourner vers sa lumière, vers sa gloire, vers son mensonge. Je suis restée là, les mains vides et tremblantes. Ce n'était pas seulement de la méchanceté fraternelle gratuite. C'était une campagne systématique de démolition psychologique qui durait depuis ma naissance. J'étais le bouc émissaire, le réceptacle de leurs insécurités, l'ombre nécessaire pour que leur lumière paraisse plus vive. Gauthier était l'enfant roi, le narcisse, celui sur qui tous les espoirs et tous les mensonges de la famille reposaient. J'ai regardé autour de moi. Les invités riaient, insouciants,
la bouche pleine de petits fours. Il ne voyait pas la toxicité qui suintait des murs comme de l'humidité noire. Il ne voyait qu'une famille parfaite célébrant une union parfaite. J'ai senti mon téléphone vibrer contre ma hanche, dans la petite poche dissimulée de ma robe. Un message de mon assistante personnelle, Clara, la seule personne au monde en qui j'avais une confiance absolue. Le communiqué de presse est parti à l'instant. L'embargo médiatique est levé dans exactement 30 minutes. Forbes a mis l'article en ligne en avance sur leur site US. Préparez-vous, Madame la Présidente. La tempête arrive. Un sourire imperceptible, froid et tranchant comme une lame de rasoir, a effleuré mes lèvres. Gauthier pensait que j'étais une simple spectatrice dans son théâtre de marionnettes. Il ne savait pas que j'étais sur le point de faire tomber le rideau, de brûler la scène et d'acheter le théâtre. Vers 21h, l'ambiance a subtilement changé. L'air s'est chargé d'une électricité nouvelle. Les parents de Kitry, les Montalembert, ont fait leur entrée officielle dans la salle de bal après s'être reposés du voyage, dans leur suite. C'était comme voir la royauté descendre parmi les mortels. Le père, le comte Hubert de Montalembert, avait cette allure décontractée et un peu négligée que seuls les hommes qui n'ont jamais eu à travailler un seul jour de leur vie pour survivre possèdent. Sa femme, Alix, portait une parure de saphir et de diamants qui aurait pu financer le budget annuel d'un petit pays africain. Ma mère s'est précipitée vers eux, manquant de trébucher dans sa robe trop longue, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. Elle était pathétique dans son empressement, une courtisane désespérée d'attirer l'attention du roi et de la reine. Hubert. Alix. Quel bonheur. A-t-elle gloussé, les embrassant comme s'ils étaient de vieux amis intimes, alors qu'ils s'étaient rencontrés 2 fois à peine, et toujours à l'initiative de Gauthier. Tout est à votre goût? Le champagne est-il assez frais? La suite vous convient-elle? C'est charmant, Ségolène, vraiment, a répondu Alix avec un sourire poli mais distant, le genre de sourire qu'on adresse au personnel de maison compétent. Son regard bleu acier a balayé la salle, jugeant, évaluant, et s'est arrêté sur moi, toujours dans mon coin sombre. Et qui est cette jeune femme là-bas? Je ne crois pas qu'on nous l'ait présentée lors du dîner de fiançailles le mois dernier. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Ma mère a suivi son regard et son visage s'est assombri l'espace d'une seconde, une ombre de contrariété passant sur ses traits avant qu'elle ne retrouve son masque social impeccable. Elle a fait un geste vague de la main, comme pour chasser une mouche persistante. Oh, elle? C'est Mao. La sœur cadette de Gauthier. Vraiment? Elle semble bien solitaire. Nous devrions aller la saluer, c'est la moindre des politesses. Non, non, surtout pas. Ma mère s'est interposée physiquement, bloquant le chemin d'Alix avec son corps. Elle est très timide. Un peu sauvage, vous savez. Elle préfère rester en retrait. Elle n'est pas très à l'aise dans ce genre de monde. Elle vit très simplement, un peu en marge de la société. Vous comprenez. J'ai entendu chaque mot. Sauvage. Pas à l'aise. En marge. Comme si j'étais un animal mal dressé qu'on avait laissé entrer par erreur dans le salon et qu'on craignait de voir uriner sur les tapis. À ce moment-là, une femme d'une 50aine d'années, élégante dans un tailleur pantalon bleu nuit d'une coupe exquise, s'est détachée d'un groupe et s'est approchée de moi. Je l'ai reconnue immédiatement, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés en personne. C'était le docteur Hélène Sixou, directrice du plus grand hôpital de recherche de Paris, une sommité dans le monde médical. Une invitée des Montalembert, sans doute. Elle m'a observé avec une intensité curieuse, plissant légèrement les yeux derrière ses lunettes à monture fine. Mademoiselle? A-t-elle demandé doucement, sa voix portant une autorité naturelle. Bonsoir, ai-je répondu, gardant ma voix basse, espérant qu'elle passerait son chemin. Pardonnez-moi, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, ou plutôt entendu. Votre voix, elle me rappelle quelqu'un. J'ai eu une conversation téléphonique récemment avec une bienfaitrice qui avait ce même timbre calme, posé et analytique. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. J'avais personnellement appelé le docteur Sixou le mois dernier, sous le couvert de l'anonymat mais avec ma voix réelle, pour finaliser un don de 20 millions d'euros pour leur nouvelle aile pédiatrique. Je ne pouvais pas me faire démasquer maintenant. Pas avant la fin de la pièce.
Pas avant que le piège ne se referme sur Gauthier. Je pense que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, madame, ai-je menti, détournant le regard vers le sol. Je ne suis personne d'important ici. Juste la sœur du marié. Je travaille, dans les plantes. Elle a continué à me fixer, le doute visible dans ses yeux intelligents. Peut-être. En tout cas, vous portez du Loro-Piana, n'est-ce pas? Ce tissu, cette chute. J'ai le même châle. Une qualité exceptionnelle qui ne trompe pas les connaisseurs. Elle a reconnu le tissu. C'était la première personne de la soirée, la première personne de ma famille en 10 ans, à voir au-delà des apparences superficielles. Avant qu'elle ne puisse creuser davantage, Gauthier est arrivé en courant, l'air paniqué, le visage luisant de sueur. Mao. Viens ici, tout de suite. A-t-il sifflé, m'attrapant par le bras sans se soucier de la présence du docteur Sixou, qu'il n'a même pas salué. Il m'a tiré vers l'office traiteur, loin des regards indiscrets. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Ai-je dit, dégageant mon bras de sa prise moite avec un mouvement sec. On a un problème majeur. Un des serveurs a fait un malaise en cuisine. Une crise d'hypoglycémie ou je ne sais quoi. On manque de bras pour le service des canapés chauds du côté VIP. Tu dois le remplacer. Je l'ai regardé, incrédule, mes yeux s'écarquillant. Pardon? Tu veux que je serve tes invités? Moi, ta sœur? Je ne te demande pas, je t'ordonne. C'est ma soirée, Mao. Tout doit être parfait. Maman est au bord de la crise de nerfs, elle pleure dans les toilettes. Si le service ralentit, les Montalembert vont juger. Prends ce plateau et fais-le. Maintenant. Rends-toi utile pour une fois dans ta vie misérable. Il m'a fourré un plateau d'argent lourd, chargé de feuilletés au homard brûlant, dans les mains. L'humiliation était physique, lourde, brûlante. J'avais envie de lui jeter le plateau au visage, de voir la sauce homardine couler sur son smoking Tom Ford. Mais j'ai pensé à grand-mère Rose. J'ai pensé aux caméras. J'ai pensé au timing. Encore un peu, ai-je pensé. Laisse-les creuser leur tombe jusqu'au fond. Laisse-les montrer au monde entier qui ils sont vraiment. Bien sûr, Gauthier, ai-je dit doucement, trop doucement. Je vais servir. Je vais servir comme je n'ai jamais servi. C'est le moment précis où mon sang a commencé à bouillir, transformant ma tristesse en une rage froide et calculatrice. Être traité comme une domestique par sa propre famille le jour de leur fiançailles. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, à ma place, auriez-vous jeté le plateau brûlant au visage de Gauthier sur le champ, ou auriez-vous attendu comme moi pour une vengeance plus douce mais plus dévastatrice? Tapez plateau pour la violence immédiate ou patience pour la stratégie long terme. Je veux connaître votre niveau de tolérance. J'ai traversé la salle de bal, le plateau pesant lourdement sur mes avant-bras, non pas à cause du poids des canapés, mais à cause du poids de l'injustice qui écrasait mes épaules. Je me suis dirigé vers le cercle des invités de marque, là où Gauthier tenait court, tel un monarque distribuant ses faveurs. Champagne? Petit four au homard? Proposai-je d'une voix neutre, me faufilant entre les hommes d'affaires discutant du CAC 40, de leur résidence secondaire en Normandie et de leur maîtresse. Oh, merci mademoiselle, a dit un homme corpulent en prenant une bouchée sans même lever les yeux de son téléphone. Il ne m'a même pas regardé. Pour lui, j'étais un meuble qui distribuait de la nourriture. Une main invisible dans un gant blanc imaginaire. J'étais fonctionnelle, pas humaine. Je suis arrivé près du groupe de Gauthier. Il discutait avec son futur beau-père, Hubert, et quelques banquiers influents de la place de Paris. L'investissement, c'est une question de flair, de tripes, pontifiait Gauthier, bombant le torse, une main dans la poche de son pantalon. Par exemple, j'ai senti le coup venir pour la tech l'année dernière avant tout le monde. J'ai doublé le portefeuille de mes clients en 6 mois. Doublé. C'était un mensonge éhonté. Je le savais. Je savais, grâce à mes propres audits secrets réalisés lors de la due diligence pour l'acquisition de sa banque, que son portefeuille sous-performait le marché de 15%. Il perdait de l'argent, massivement, mais il le cachait avec de la cavalerie financière et des montages douteux. Il était au bord du gouffre, et ce mariage était son seul parachute doré. Ah, voilà les amuse-gueules.
s'est exclamé Gauthier en me voyant approcher. Il n'a pas dit ma sœur. Il n'a pas dit Mao. Il a juste pris un feuilleté, l'engloutissant en une bouchée. L'un de ses amis, un certain Pierre-Louis, un type au visage rougeau et aux yeux vitreux, m'a regardé avec un sourire en coin. Il était déjà éméché. Dites donc, le service est charmant ici, mais un peu triste, non? A-t-il bafouillé. Il a fouillé dans sa poche de pantalon, en a sorti un billet froissé de 5 € et l'a posé sur mon plateau d'argent, juste à côté des serviettes en lin immaculé. Pour vous, ma jolie. Achetez-vous un sourire. Ou un rouge à lèvres. Le temps s'est arrêté. Le billet bleu gisait là, une insulte suprême, une tache sur l'argent poli. Gauthier a vu le geste. Il a vu l'humiliation. Il aurait pu dire, c'est ma sœur, imbécile, reprends ton argent. Il aurait pu me défendre. Il aurait pu montrer une once d'humanité. Au lieu de ça, il a ri. Un rire gras et complice. Tu es généreux, Pierre-Louis. Elle en a bien besoin, crois-moi. Elle économise pour, c'est quoi déjà? Une yourte en Mongolie? Ou un stage de poterie dans le Larzac? Les rires ont éclaté autour de moi comme des éclats de verre, coupants et aigus. J'ai senti le billet me brûler les yeux, même si je ne le touchais pas. Mon père, qui était à proximité, a détourné le regard, faisant semblant d'examiner le fond de son verre vide. Ma mère a ri nerveusement, tapotant l'épaule de Pierre-Louis comme pour excuser la blague et maintenir l'ambiance. Merci, monsieur, ai-je dit. Ma voix était glaciale, tranchante comme un scalpel chirurgical, coupant à travers le brouhaha. Je vais ajouter ça à mon fonds d'investissement personnel. On ne sait jamais, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et parfois, les rivières emportent les ponts. Pierre-Louis a cligné des yeux, surpris par mon ton et mon vocabulaire, trop sophistiqué pour une serveuse. Mais Gauthier est intervenu rapidement, me poussant du coude avec rudesse. Allez, Phil, on a besoin de boissons là-bas, près de l'orchestre. Disparaît. Je me suis éloigné, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'ai croisé mon propre reflet dans un grand miroir doré accroché au mur. Je ne voyais pas une victime. Je voyais une prédatrice qui attendait son heure. J'ai posé le plateau sur une table vide avec un bruit métallique. J'ai pris le billet de 5 €. Je l'ai glissé dans ma poche. Je le garderai. Je l'encadrerai dans mon bureau de PDG. Ce serait le rappel constant du prix exact qu'ils avaient mis sur ma dignité, 5 €. J'ai continué à circuler, invisible, absorbant les conversations comme une éponge. J'ai entendu des rumeurs chuchotées par des banquiers inquiets sur une mystérieuse OPA hostile dans le secteur bancaire qui secouait le marché depuis ce matin. J'ai entendu le nom de ma propre entreprise, Aetherium, prononcé avec un mélange de crainte, de jalousie et de respect par des hommes qui ne savaient pas que la fondatrice leur servait des serviettes en papier. Cette valade, la PDG d'Aetherium, personne ne sait qui c'est, disait un banquier senior à moustache grise. On dit qu'elle a refusé une offre de rachat de Google la semaine dernière. Google. Vous imaginez l'arrogance de cette femme? Ou le génie, a répondu un autre, plus jeune. Si elle possède vraiment la technologie de régénération cellulaire qu'ils prétendent, elle vaut plus que nous tous réunis dans cette salle. C'est le futur de la médecine. J'ai souri intérieurement. Plus que vous ne le croyez. Beaucoup plus. Soudain, le tintement répété et insistant d'une cuillère en argent sur une flûte à champagne a coupé court à toutes les conversations. Le silence s'est fait progressivement. Gauthier était monté sur l'estrade, le micro à la main, le visage rouge d'excitation et d'alcool. C'était l'heure des discours. L'heure de mon exécution publique. Mesdames et messieurs, famille, amis, et surtout, ma merveilleuse belle famille, a commencé Gauthier, sa voix pleine d'une fausse modestie qui suintait comme de l'huile de moteur usagée. Il a fait une pause théâtrale, cherchant l'approbation de la foule. Les applaudissements ont été polis. Kitry le regardait avec adoration, ses mains jointes sur sa poitrine, jouant parfaitement son rôle de poupée trophée. Ce soir est l'aboutissement d'un rêve. Un rêve de succès, d'ambition, et d'amour. J'ai toujours su que je voulais construire quelque chose de grand. Comme mon père m'a toujours dit, Gauthier, tu es né pour briller,
Tu es un leader. Il a levé son verre vers notre père, qui a gonflé le torse de fierté, rayonnant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur. J'ai construit ma carrière pierre par pierre, dans la jungle impitoyable de la finance parisienne. Et aujourd'hui, je suis fier d'unir ma destinée à celle de Kitri, une femme qui comprend la valeur de l'excellence et du prestige. Il a continué pendant 10 minutes interminables, s'autocongratulant, citant des philosophes qu'il n'avait jamais lus, et lançant des pics subtils à ses concurrents présents dans la salle. L'ennui commençait à se lire sur les visages, mais personne n'osait bouger ou arrêter d'écouter. Puis, son regard a balayé la salle, cherchant une nouvelle victime, et s'est arrêté sur moi, au fond, près de la cuisine. Un sourire cruel a étiré ses lèvres. Il a décidé qu'il avait besoin d'un contrepoint sombre pour faire briller sa lumière encore plus fort. Il avait besoin d'un bouffon. Mais vous savez, a-t-il dit, changeant de ton pour adopter une fausse compassion mielleuse, toutes les histoires ne sont pas des succès flamboyants. Chaque famille a ses défis. Ses petits canards boiteux. Ses échecs. Un murmure a parcouru la salle. Je me suis raidi. Non. Il n'allait pas oser aller jusque-là. Pas devant les Montalembert. Je voudrais prendre un moment pour saluer ma petite sœur, Mao. Il a pointé le doigt vers moi. Le projecteur a suivi son doigt, m'aveuglant instantanément. J'ai cligné des yeux, exposé comme un animal pris dans les phares d'un camion. Mao, lève la main. Ne sois pas timide. Allez, a-t-il lancé au micro. Je n'ai pas bougé. Je suis restée droite. Voyez-vous, Mao est notre leçon d'humilité quotidienne. Pendant que je passais mes nuits à étudier les marchés financiers internationaux, Mao cherchait son chakra dans le jardin potager. Elle vit, comment dire, de manière très alternative. Pas de carrière, pas d'ambition, toujours à chercher sa voie à plus de 30 ans. Mais ce soir, elle a gentiment accepté de nous aider à servir les boissons comme une grande fille. Applaudissons-les fort, s'il vous plaît. C'est peut-être le seul vrai travail qu'elle aura cette année. L'humiliation était totale. C'était viscéral. J'ai senti les regards peser sur moi, pitié, moquerie, dégoût. Les rires ont éclaté. Pas des rires francs, mais ces rires mondains, cruels, qui disent Dieu merci, ce n'est pas nous, Dieu merci, nos enfants ne sont pas comme ça. Voici la honte de la famille, mais on l'aime quand même, parce qu'on est charitable. A conclu Gauthier, levant son verre comme pour porter un toast à ma médiocrité supposée. À Mao, la preuve vivante qu'on ne peut pas tout réussir. Ma mère riait. Mon père riait. Kitri riait, la main devant la bouche, ses yeux pétillants de malice. Je suis restée debout, droite, le visage impassible. À l'intérieur, une digue venait de rompre. La tristesse avait disparu, évaporée par la chaleur de ma colère. Il ne restait que la puissance brute de la vérité qui allait s'abattre sur eux comme un marteau pilon. Au milieu des rires, un son incongru s'est fait entendre. Un bip sonore. Puis un autre. Puis 10. Puis 50. C'était le bruit des notifications. Des téléphones partout dans la salle s'allumaient simultanément, créant une constellation de lumière bleue dans la pénombre. Le monde extérieur faisait irruption dans leur bulle dorée. Kitri, qui tenait son téléphone pour filmer le discours de son fiancé pour Instagram, a froncé les sourcils. Elle a regardé son écran. J'ai vu ses yeux s'écarquiller démesurément. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle a cessé de rire instantanément. Elle a levé les yeux vers moi, puis vers son écran, puis vers moi encore, comparant l'image pixelisée à la réalité. La couleur a quitté son visage, la laissant plus pâle que sa robe de mariée blanche. Gauthier, a-t-elle murmuré, mais le micro a capté le tremblement incontrôlable de sa voix. Quoi, ma chérie? Tu es émue par mon hommage? A demandé Gauthier, toujours enfermé dans son délire narcissique. Gauthier, tais-toi. A-t-elle crié soudainement, sa voix montant dans les aigus. Elle a fait un pas en avant, tendant son téléphone vers lui comme une arme chargée. Regarde ça. Regarde ce qui vient de sortir sur Bloomberg et Le Figaro. Regarde. Le silence s'est abattu sur la salle, lourd, épais, suffocant. Les rires se sont étranglés dans les gorges.
Tout le monde a sorti son téléphone. Le silence n'était plus troublé que par le bruissement des soies et le tapotement frénétique des doigts manucurés sur les écrans tactiles. Gauthier, confus, a baissé son micro, son sourire vacillant. « De quoi tu parles ? C'est quoi ce délire ? On est en plein discours là. » Kitry n'a pas répondu. Elle s'est tournée vers le technicien qui gérait l'écran géant derrière l'estrade, prévu pour montrer un montage photo romantique de leur histoire d'amour. « Connectez mon téléphone à l'écran. Maintenant !» a-t-elle ordonné avec une autorité hystérique. Le technicien, paniqué, a obéi, branchant le câble. L'image de l'écran a grésillé une seconde, de la neige numérique, puis a affiché le contenu du téléphone de Kitry en haute définition, haut de 3 mètres. C'était la couverture du magazine Forbes, édition spéciale, milliardaire du futur. Sur la couverture, il y avait une femme. Elle portait un tailleur pantalon blanc immaculé, les bras croisés, le regard défiant l'objectif avec une assurance terrifiante, un demi-sourire énigmatique sur les lèvres. Derrière elle, on voyait des laboratoires futuristes, des tubes à essais brillants et des champs de cultures hydroponiques verts émeraude. Le titre, en lettres d'or grasses, disait « L'impératrice verte, comment Mao Valade a bâti un empire de 4,2 milliards d'euros dans le plus grand secret. » Un hoquet collectif a traversé la salle. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré d'un coup de la pièce. Gauthier s'est retourné lentement. Il a regardé l'écran géant. Il a regardé la femme sur la photo. Puis il s'est retourné vers moi, là, raté, en robe noire au fond de la salle, tenant encore une serviette en papier à la main. C'était le même visage. Les mêmes yeux verts. La même posture indomptable. Seuls les vêtements changeaient. C'est un montage, a bégayé Gauthier, sa voix montant dans les aigus, brisée par la peur. C'est une blague, hein ? Mao, tu as payé un graphiste pour faire ça ? C'est pathétique. Arrête ça tout de suite. Mais personne ne l'écoutait. Hubert de Montalembert, le père de la mariée, s'est approché de l'écran, lisant à haute voix le sous-titre, sa voix tremblant d'un mélange de respect et d'horreur absolue. Aetherium Biolab, fondé et dirigé par Mao Valade, révolutionne la médecine régénérative et l'agriculture durable. Aujourd'hui, après une introduction en bourse historique simultanée à New York et Paris, Valade devient la femme de moins de 35 ans la plus riche de France, surpassant les héritiers de LVMH et d'Hermès en termes de liquidité personnelle. Sa fortune est estimée à 4,2 milliards d'euros. Ma mère a lâché sa flûte de champagne. Le cristal s'est brisé sur le sol en marbre avec un bruit de coup de feu, mais elle n'a même pas sursauté. Elle me fixait avec des yeux exorbités, la bouche ouverte, comme si j'étais un extraterrestre qui venait de sortir de sa peau humaine. 4,2 milliards, a chuchoté quelqu'un près de moi. C'est impossible. J'ai lentement avancé vers le centre de la salle. La foule s'écartait sur mon passage comme la mer Rouge devant Moïse. Je n'étais plus la servante. Je n'étais plus la petite sœur ratée. J'étais le danger. J'étais le pouvoir. Je suis arrivé au pied de l'estrade. Gauthier me regardait avec une terreur pure. Il réalisait, seconde après seconde, l'énormité de son erreur. Il voyait sa vie défiler devant ses yeux. « Est-ce que c'est vrai ?» a demandé Kitry, sa voix brisée, les larmes coulant sur son maquillage parfait. « Est-ce que c'est toi ?» J'ai levé les yeux vers eux. J'ai pris une grande inspiration, sentant la puissance de ce moment, savourant chaque particule de leur choc, chaque molécule de leur peur. « Oui », ai-je dit simplement, ma voix portant clairement sans micro dans le silence de cathédrale. « C'est moi. » Et Gauthier, pour ton information, le jardinage paie plutôt bien ces temps-ci. Surtout quand on vend la récolte à l'industrie pharmaceutique mondiale. Gauthier est descendu de l'estrade, manquant de tomber, trébuchant sur les marches. Il s'est approché de moi, les mains tendues, tremblantes, le visage ruisselant de sueur froide. « Mao, écoute, je ne savais pas. C'est une surprise incroyable. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? On aurait pu t'aider. On est riche, Mao. On est enfin riche. » J'ai reculé d'un pas, évitant son contact comme s'il était porteur d'une maladie mortelle. « On » ai-je répété froidement, haussant un sourcil.
Il n'y a pas de on, Gauthier. Il n'y a jamais eu de on quand je n'avais rien à manger. Il y a moi. Et il y a vous. Mais nous sommes une famille. A crié ma mère, accourant vers nous, retrouvant soudainement l'usage de la parole et de ses jambes. Elle a tenté de m'enlacer, les larmes aux yeux, des larmes de crocodile, je le savais, des larmes de cupidité. Ma petite fille chérie. Je le savais. J'ai toujours dit à ton père que tu étais spécial, un génie caché. N'est-ce pas Baudouin? Dis-lui. Mon père hochait la tête frénétiquement, l'air d'un chien battu qui espère soudainement recevoir un os. Absolument. Toujours. On était juste inquiet pour toi. On voulait te pousser. C'était de l'amour dur, pour te motiver. Tu comprends, n'est-ce pas? C'était pour ton bien. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a fait frissonner l'assemblée. De l'amour dur? M'appeler raté devant 200 personnes, c'était de la motivation? Me couper les vivres quand je dormais dans ma voiture en plein hiver, c'était de l'amour? Me faire servir les canapés ce soir, c'était pour mon bien? Je me suis tourné vers le docteur Sixou, qui s'était approché du cercle, observant la scène avec fascination. Docteur, ai-je dit. Vous m'avez reconnu tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Valade, a-t-elle répondu avec un respect immense, s'inclinant légèrement. Et je tiens à vous remercier publiquement, maintenant que le secret est levé. Votre don personnel de 20 millions d'euros a sauvé notre programme de recherche sur la leucémie infantile le mois dernier. Vous êtes une héroïne discrète. Un nouveau murmure a parcouru la foule. 20 millions. Donnés comme ça. En un claquement de doigts. Plus que la valeur nette de toute la famille réunie, incluant le château loué. Gauthier est devenu livide, blanc comme un linge. Tu donnes des millions aux hôpitaux, et tu me laisses payer mon mariage à crédit? A-t-il sifflé, sa cupidité prenant le dessus sur sa honte, révélant le fond de son âme pourrie. Tu savais que j'avais des dettes. Ce n'est pas ton mariage, Gauthier. C'est ta mise en scène. Et puisque nous parlons de finances et de dettes, j'ai sorti mon propre téléphone. J'ai tapoté l'écran quelques fois, connectant mon appareil au système de projection via Bluetooth, remplaçant la couverture de Forbes par un graphique boursier complexe. Vous voyez ce pic vert? Ai-je demandé, pointant une ligne verticale ascendante. C'est l'action d'Ethereum ce matin à l'ouverture de New York. Et vous voyez cette petite ligne rouge qui descend aux enfers juste ici? J'ai pointé une autre courbe, une chute libre dramatique. C'est la banque du Marais, la banque d'investissement où tu travailles, Gauthier. Ou plutôt, où tu travaillais. Quoi? Gauthier a écarquillé les yeux, ne comprenant pas. Ethereum Holding a finalisé l'acquisition hostile de ta banque ce matin à 9h. Je suis la nouvelle propriétaire majoritaire. J'ai acheté ta banque, Gauthier. Pour une bouchée de pain. J'ai fait une pause, laissant l'information pénétrer son crâne épais. Et en tant que nouvelle propriétaire, j'ai demandé un audit complet et immédiat de ton portefeuille personnel, Gauthier. Devine ce qu'on a trouvé? Fraude. Gonflement artificiel des actifs. Utilisation des fonds clients pour des dépenses personnelles, comme cette bague de 5 carats, peut-être. Ou la location de ce château? J'ai regardé le diamant au doigt de Kitri. Elle a regardé sa main avec horreur, comme si le bijou venait de se transformer en une migale venimeuse. Tu es viré, Gauthier, ai-je conclu doucement. J'ai signé ta lettre de licenciement dans la voiture en venant ici. Et mes avocats déposeront une plainte pénale pour détournement de fonds et abus de confiance demain matin à la première heure. Tu ne vas pas seulement perdre ton travail et ta réputation. Tu vas probablement aller en prison pour 5 à 10 ans. Gauthier s'est effondré à genoux. Littéralement. Ses jambes ont lâché sous le poids de la vérité. Il pleurait maintenant, de vraies larmes de terreur, morve et larmes se mélangeant sur son visage parfait. Mao, je t'en supplie. Je suis ton frère. Ton grand frère. Tu ne peux pas faire ça. On a le même sang. Tu as raison, ai-je dit en me penchant vers lui, pour que lui seul puisse entendre la suite, mon visage à quelques centimètres du sien. Je suis ta sœur. Celle que tu as traitée de ratée.
Celle que tu as forcée à servir tes invités. Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. Et j'ai beaucoup, beaucoup de monnaie. La scène était apocalyptique. Les invités filmaient tout, diffusant la chute de la maison Valade en direct sur tous les réseaux sociaux. Le hashtag Vengeance Valade était probablement déjà en tendance mondiale sur Twitter. Hubert de Montalembert s'est avancé, son visage pourpre de colère. Il a pris le bras de sa fille Kitri avec force. « On s'en va », a-t-il dit d'une voix tonitruante qui a fait trembler les murs. Tout de suite. Il a regardé Gauthier, recroquevillé au sol, avec un dégoût absolu, comme on regarde une ordure sur le trottoir. Le mariage est annulé. Je ne laisserai jamais ma fille épouser un fraudeur, un menteur et un imbécile qui insulte une milliardaire. Vous entendrez parler de nos avocats pour le remboursement intégral des frais engagés et pour dommages moraux. Vous êtes fini dans cette ville. Fini. Kitri a retiré sa bague. Elle l'a regardé une seconde, les larmes aux yeux, puis l'a jeté sur Gauthier avec violence. Le diamant a rebondi sur son smoking avant de rouler sur le marbre avec un bruit sec. C'est fini, Gauthier, a-t-elle sangloté, avant de se tourner vers moi. Je suis désolée, Mao. Je ne savais pas, pardonne-moi. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu as ri, Kitri, ai-je répondu sans animosité, mais sans chaleur. Quand il m'a humilié, tu as ri. Tu as tenu le téléphone pour filmer ma honte. C'est tout ce que je retiendrai de toi. Adieu. Elle a baissé la tête, brisée, et a suivi ses parents vers la sortie. La moitié des invités leur a emboîté le pas, fuyant le navire en naufrage, ne voulant pas être associés au scandale. Mes parents étaient figés, comme des statues de sel biblique. Mon père a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti de sa gorge serrée. Ma mère tremblait de tout son corps, ses rêves de grandeur s'effondrant autour d'elle. On a tout perdu, a-t-elle murmuré, les yeux vides. Notre réputation. Gauthier, l'argent, tout. Vous n'avez rien perdu que vous ne méritiez de perdre, ai-je dit. Vous avez parié sur le mauvais cheval toute votre vie. J'ai posé ma main sur mon cœur. Pour la première fois depuis des années, je sentais mon pouls battre calmement, régulièrement. Le poids sur ma poitrine avait disparu. L'anxiété chronique qui me rongeait l'estomac depuis l'enfance s'était évaporée. Je pars maintenant, j'annonçai. Ne cherchez pas à me contacter. Mon assistant filtrera tous vos appels. Si vous essayez de venir à mes bureaux ou à mon domicile, la sécurité a ordre de vous faire sortir manu militari. Mao! A crié mon père, trouvant enfin sa voix, une voix rauque et désespérée. Tu es ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a donné la vie. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée une dernière fois, ma silhouette se découpant contre la lumière de la porte de sortie. C'est vrai. Vous m'avez donné une chose précieuse, ai-je admis. Vous m'avez donné la rage. La rage de réussir. Sans votre mépris, sans vos insultes, je me serais peut-être contentée d'une vie médiocre. Votre haine a été mon carburant nucléaire. Alors, merci. Merci de m'avoir fait comprendre que je n'avais besoin de personne d'autre que moi-même. J'ai traversé la salle dévastée, marchant sur les débris de leur fête, serviettes froissées, verres brisés, illusions perdues. Les serveurs, ceux-là même avec qui j'avais partagé l'office plus tôt, me regardaient avec une admiration non dissimulée. L'un d'eux, le jeune homme à qui Gauthier avait donné son verre, m'a fait un petit signe de tête discret, un salut de soldat à son général. Je lui ai rendu son sourire. Dehors, la nuit était fraîche et pure. Une pluie fine commençait à tomber, lavant la poussière et les mensonges du château. Une limousine noire aux vitres teintées m'attendait au pied des marches, moteur tournant. Mon chauffeur, Pierre, un homme loyal qui était avec moi depuis le début de l'aventure à Ethereum quand je n'avais rien, a ouvert la portière. « Tout s'est bien passé, madame ?» a-t-il demandé en voyant mon expression sereine. « Mieux que prévu, Pierre », ai-je répondu en m'installant dans le cuir souple et chaud de l'habitacle. On rentre à la maison. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre arrière. J'ai vu Gauthier sortir en courant sous la pluie, sans veste, criant mon nom, une silhouette pathétique et minuscule contre l'immensité du château qu'il ne pourrait jamais payer.
J'ai vu mes parents se disputer violemment sur le perron, s'accusant mutuellement du désastre. J'ai appuyé sur le bouton pour remonter la vitre teintée, effaçant l'image de ma famille pour toujours. Noir total. J'ai sorti le billet de 5 € de ma poche. Je l'ai lissé sur mes genoux. C'était un souvenir étrange pour une milliardaire, un bout de papier sale et froissé. Mais il avait plus de valeur à mes yeux que tous les chiffres abstraits sur mon compte en banque. C'était le symbole de ma liberté. C'était le prix de mon affranchissement. Mon téléphone a vibré. C'était un message du conseil d'administration. L'action a encore pris 12% après la nouvelle de l'acquisition et la rumeur de votre identité révélée. Le monde vous regarde, Mao. Quelle est la prochaine étape? J'ai tapé ma réponse, mes doigts volants sur l'écran. La prochaine étape? Changer le monde. Et cette fois, sans regarder en arrière. J'ai posé ma tête contre le siège et j'ai fermé les yeux, bercé par le ronronnement puissant du moteur et le bruit de la pluie sur le toit. J'étais seule, oui. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais plus solitaire. J'étais complète. J'étais libre. Et voilà comment j'ai transformé mon humiliation publique en triomphe absolu. J'ai coupé les ponts définitivement avec eux. Certains disent que c'est dur, d'autres disent que c'est juste. Et vous? Si vous avez déjà pris une revanche éclatante sur ceux qui vous ont sous-estimé, ou si vous rêvez de le faire, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pensez que Gauthier a eu exactement ce qu'il méritait. Abonnez-vous pour plus d'histoires de karma instantané. À bientôt.